mais on est déjà 17, c'est déjà très bien. Donc pour ceux qui n'ont pas assisté au live précédent, donc l'idée c'est qu'on organise ces lives de façon voilà très informelle. Il n'y a pas de keynote, il n'y a pas de présentation d'outils. Ce qu'on cherche à faire sur ces lives, c'est échanger autour du sujet Remote UX globalement et prendre des sujets qui sont prétextes à parler plutôt de relations humaines. Ah, alors il y a quelqu'un qui m'écrit par mail. Excusez-moi, je vais l'inviter tout de suite. Il y a des invitations qui se font comme ça au dernier moment. Excusez-moi. Hop. Hop. Je l'ajoute en direct. Donc voilà, ce que je disais, c'est on parle de sujets qui sont vraiment prétextes à échanger autour de tout le côté humain qu'on a besoin de travailler et sur pendant cette période un peu spéciale. Il s'agit pas. Yasmine, tu nous rejoins. Salut Yasmine. Voilà, on a beaucoup de webinaires, de masterclass en ce moment qui ont lieu sur LinkedIn et ailleurs et qui présentent voilà en détail l'ensemble des outils, tout ce que vous pouvez mettre en place en termes de logistique, de méthode, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye plutôt d'échanger autour de voilà d'un point de vue humain. D'un point de vue psychologique, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation et comment on peut faire en sorte d'être un vecteur de confiance, de confort, et puis être un peu voilà aider les gens tout simplement. Donc ces lives et ce groupe Remote UX qu'on a créé sur LinkedIn, que je vous invite à rejoindre. Je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat. C'est quelque chose qui n'a pas vocation à durer dans le temps. On va vraiment être focus sur voilà, on est dans une période où on doit faire du remote, mais c'est un remote spécifique. C'est du remote de crise. Donc voilà, il s'agit de s'adapter à tout ça. Alors aujourd'hui, on a voulu aborder un sujet qui peut avoir l'air de ne parler qu'aux pros de l'UX, mais tous les conseils qu'on va donner, tout ce qu'on va expliquer, ça va aussi servir à tous ceux qui potentiellement animent des réunions. Et puis, ça va servir aux participants, ça va servir aux pros de l'UX. Alors, comme la dernière fois, comment on va fonctionner? Je vais parler pendant 20, 25, 30 minutes, je ne sais pas encore. Je vous demande, pendant ce temps-là, d'essayer de noter vos questions à côté pour que sur la deuxième partie du live, on puisse échanger. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir vos retours d'expérience. Alors, si tout ne vous vient pas tout de suite, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a créé le groupe et on vous invite à participer sur ce groupe à fond parce qu'effectivement, après le confinement, on pense qu'on passera sur autre chose. Alors, il y a encore des gens qui arrivent. C'est pour ça que je fais durer un petit peu l'introduction. Je vous demanderai de couper vos caméras pour qu'on soit au max niveau connexion et de couper les micros. Et puis, quand on passera aux questions-réponses, tout simplement, on utilisera le chat que je garde ouvert sous mes yeux. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez réagir sur le chat. Et puis, s'il y a une question sur laquelle on souhaite discuter, je vous passerai la main. Vous pourrez allumer votre caméra et poser vous-même votre question. Alors ça, c'est une des premières règles dont on a beaucoup parlé la dernière fois, c'est qu'effectivement, il est essentiel sur tout type de réunion, de live, de meeting en remote, d'avoir quelqu'un qui lead un peu le truc, d'avoir un animateur principal, rôle que je joue aujourd'hui, que je joue tout le temps en physique dans tous les ateliers UX de l'agence Kirk, mais voilà, que j'endosse maintenant en remote pour cette période que nous devons tous traverser ensemble. Donc vraiment, on est là pour dispenser des conseils assez simples qui sont déjà des retours d'expérience qu'on peut avoir eus. Et puis, vraiment, on est là aussi pour vous écouter. Le but, c'est d'échanger un maximum. Donc, revenons au sujet du jour, qui est la présentation de prototypes en remote. Alors, pour mettre tout le monde au diapason, ce qu'on entend par prototype, c'est évidemment, vous êtes designer,
vous êtes en train de concevoir un produit, vous avez besoin d'un outil de prototyping. Alors, les outils de prototyping, il y en a des tas. Ça peut être Axure, ça peut être Figma, ça peut être InVision. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, mais il y a un moment ou un autre, vous allez devoir passer de vos design sprints, de vos user journeys, de tout le matériel que vous avez pu créer en recherche et en préparation de projet à votre prototype, qui est un peu la matérialisation de tout ce que vous avez fait avant. Alors, un prototype, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à montrer et être dans le tangible sur voilà à quoi va ressembler l'interface que nous, designers, nous avons conçue pour vous. Alors, c'est un moment qui est très, très important parce que je vais beaucoup y revenir pendant le live. C'est le moment où on remet un peu tout le monde autour de la table. C'est un moment qui est très, très attendu par les participants et qui est assez aussi stressant pour ceux qui présentent parce que c'est un moment où il ne faut pas se louper. C'est une opportunité de montrer plein de choses, mais c'est aussi un moment où il y a du danger parce qu'on est très, très attendu. Donc, il faut faire attention et c'est vraiment un moment qu'il faut bien préparer et que vous allez devoir, aussi bien en tant que présentateur que participant, vous allez devoir vous discipliner et répondre à certaines règles pour que ça se passe le mieux possible. Alors, il se trouve que chez Kirk, on a de la chance puisque c'est vrai que la partie présentation de prototype, on l'a déjà souvent faite à distance. Pourquoi? Parce qu'on fait déplacer énormément les gens pour des ateliers, pour de la recherche, et on les sollicite beaucoup. On sollicite beaucoup les équipes produits quand on fait des projets. Et il y a énormément de choses pour lesquelles on demande vraiment une présence physique. Donc, au moment de présenter un prototype, on aime aussi le faire avec tout le monde dans une pièce, mais si on a une équipe qui est assez balèze, on n'hésite pas à passer en remote, ce qui fait qu'on a déjà des bonnes habitudes et on sait déjà un petit peu de quoi on parle. Alors, je vais commencer par une première partie qui est pour moi la plus importante, qui est comment on peut faire en sorte qu'une présentation de prototype puisse être une opportunité pour accentuer la cohésion d'une équipe. Alors, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai parcouru beaucoup d'articles, j'ai parcouru quelques études, et puis on est quand même revenu à chaque fois sur des basiques qu'on mettait déjà en place. Donc, comme je ne veux pas que ça soit trop lourd, je vais vous donner trois grandes règles, plutôt trois grandes opportunités, trois grands principes qui vont faire que si vous gardez toujours ça en tête avant de faire vos présentations de prototypes, vous allez voir, tout va super bien se passer. Alors, la première règle, c'est que vous allez devoir valoriser toute la méthode qui a conduit au prototype que vous présentez. C'est super, super important. Et là, je m'adresse aussi à mon équipe parce qu'on les forme aussi à la présentation de prototypes. Et les participants vont devoir comprendre un petit peu tout le cheminement qui a amené à ce que vous leur présentez aujourd'hui. Alors, un prototype, c'est l'aboutissement tangible d'un long processus. Peu importe comment vous l'avez fait, mais vous êtes forcément passé par des étapes qui étaient complètement abstraites pour les clients, surtout ceux qui découvrent les méthodes UX et les méthodes centrées utilisateurs. Vous avez sans doute fait un peu de recherche en amont. Vous avez fait des ateliers où vous êtes mis en mode empathique dans la tête des utilisateurs. Vous avez fait une partie de stratégie UX à partir des résultats. Vous avez créé des user journey cibles. Vous avez fait une architecture d'information. Donc voilà, tout ça pour les clients, c'est de l'abstraction pure. À ce moment-là, le client, surtout s'il est novice et que sa culture centrée utilisateur est peu développée et qu'en interne, il n'y a pas cette culture, forcément, le gars, il est là, il se dit waouh, qu'est-ce que je paye, qu'est-ce que j'ai acheté, je ne comprends pas. Et là, enfin, vous allez avoir l'occasion de montrer comment on passe de l'abstrait au tangible. Donc, il va falloir faire comprendre à tous les participants pourquoi vous avez fait tout ça. Et là, c'est l'occasion de montrer à chaque point que vous allez détailler de votre prototype, de montrer que oui, tout ce qui a été fait en amont a été essentiel et qu'on n'y serait jamais parvenu si on n'avait pas fait tout ça. Donc, c'est super important parce que là,
vous allez faire plusieurs choses. Vous allez, premièrement, créer un grand ouf de soulagement avec tous vos participants. Et ça, c'est vraiment essentiel. Je pense qu'un des prochains lives sera sur les résultats de recherche, où là aussi, il y a des grands oufs. Et ceux qui pratiquent déjà l'UX voient bien ce que je veux dire. Effectivement, il y a des moments où vous sentez que votre client, vous êtes obligé de continuer votre process et vous attendez le moment où enfin il va vous regarder en disant « Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, c'est bon, tout c'est clair. » Donc, vous allez provoquer ce grand ouf et vous allez enfin rassurer tout le monde. Ok, on a choisi la bonne équipe. Ok, on leur fait confiance. Donc, ça, c'est la première chose. Ce grand ouf, il est essentiel parce que il va faire du bien aux participants parce qu'ils vont enfin comprendre ce qui se passe et il va vous faire du bien, vous, en tant que designer, parce qu'enfin, vous allez avoir un vrai feedback. Jusque-là, vous aviez des feedbacks qui étaient ouais, vas-y, on ne comprend pas trop ce que tu fais, mais vas-y, on te fait confiance. Là, enfin, il va se passer quelque chose d'important. Donc, la seconde chose, c'est que vous allez pouvoir enfin aligner tout le monde. Aligner tout le monde, dans quel sens? Aligner tout le monde sur la compréhension de ce qui a été fait et de ce qui est en train d'être montré. C'est-à-dire que jusqu'ici, effectivement, comme vous aviez des outils qui étaient un peu complexes, qui étaient vraiment des outils de designer, bah, alors tout ce que j'ai cité avant, user journey, archi d'infos, résultats de recherche, etc., vous en avez qui comprennent, vous en avez qui comprennent moins parce qu'ils sont moins impliqués forcément. Vous allez avoir des ateliers dans lesquels vous n'avez pas forcément toute l'équipe tout le temps en même temps en amont. Et là, à ce moment-là, vous avez tout le monde. Donc, vous mettez tout le monde au même niveau de compréhension. Donc, ça, en termes de culture de l'équipe, c'est génial parce que c'est tout le monde, enfin, a une chose sous les yeux. C'est comme si je donne une balle à tout le monde, ben voilà, tout le monde est égal. Tous les gens sont égaux devant une balle. Et ben là, c'est la même chose. Le prototype, il a vocation à être livré après à des utilisateurs. Donc, forcément, en toute logique, il est compréhensible, il est simple, il est détaillé et tout le monde va pouvoir réagir avec le même niveau de connaissance. Et ça, c'est super important parce que ça rassure vraiment tous les membres de l'équipe et ça les fusionne. Et la dernière chose, c'est que vous allez accentuer la confiance qu'on a placée en vous. Et ça, pour un designer, les designers savent très bien de quoi je parle. Ce dont on a besoin dans notre métier, c'est vraiment que les gens aient confiance en nous. Parce qu'on passe un temps fou à décortiquer les problèmes, à poser des questions, à essayer de comprendre leur métier. Et il y a beaucoup de moments où on est plus dans le questionnement que dans je t'offre quelque chose. Et là, enfin, vous amenez quelque chose. Donc, forcément, les gens vous renvoient aussi de la confiance et ils sont très, très contents, enfin, de pouvoir valider cette confiance parce qu'ils ont quelque chose de tangible sous la main. Donc, ça, c'était le premier grand point. Vous allez devoir valoriser tout le travail qui a été fait jusque-là et vous allez avoir ces trois conséquences positives qui vont émerger. Alors, le deuxième grand point, excusez-moi, je bois un petit peu d'eau, parce que je parle beaucoup. C'est de la vodka. C'est de la vodka, on me dit derrière. Le deuxième point, c'est que vous allez absolument devoir, pendant cette présentation de prototype, mettre en lumière l'apport de chaque membre de l'équipe. Ce prototype, il n'aurait pas été possible si chacun n'avait pas apporté sa pierre à l'édifice. Donc là, ça va être très, très, très important de vous rappeler qu'à chaque atelier ou à chaque phase préparatoire, bah, vous avez fait intervenir un tel ou un tel parce qu'il avait des connaissances qui étaient spécifiques. Et vous n'avez pas forcément partagé à ce moment-là avec tout le monde. Parce que voilà, vous avez un process, vous avez un timing à respecter, c'est pas évident. Là, vous allez pouvoir faire plaisir à tout le monde parce qu'à chaque moment où vous allez présenter votre prototype, vous allez pouvoir mettre en lumière que c'est grâce à telle ou telle personne qu'on en est arrivé là. Donc là, l'équipe, bah, c'est pareil, vous allez renforcer la cohésion parce que chacun va pouvoir se dire « Ah, ok, ce point-là, c'est grâce à un tel ou un tel. » Donc eux-mêmes, ils vont se dire ah, « Oui, si on n'est pas ensemble, si on n'est pas une vraie team, forcément, ça marche moins bien. » Donc, les participants vont découvrir enfin comment tout ça a été fusionné et comment la brique de chacun fait ce tout qui est enfin montrable et que tout le monde peut enfin évaluer et apprécier. Donc, quand vous allez faire ça, vous allez dégager encore 3 points super importants. Vous allez, valoriser la compétence
de chaque participant et de chaque membre de l'équipe. Ça, c'est super important parce qu'en interne, il faut savoir que c'est des choses qui ont tendance à s'étioler dans le temps. C'est-à-dire que dans une équipe produit, on a tendance à oublier de se dire félicitations, de se dire waouh, c'est vraiment important, ta place, elle est vraiment cruciale dans ce projet, même si c'est un petit, quelque chose de simple. On a tendance à oublier de se congratuler les uns les autres. Ou alors on le fait trop et on le fait sans valeur. Mais globalement, vous pouvez jouer ce rôle de dire, ben voilà, c'était super important qu'on ait telle personne, telle personne, telle personne. Ça va faire du bien à tout le monde. La deuxième chose, c'est évidemment que vous allez aider à comprendre le rôle de chacun dans le projet. Et donc, pour la suite, c'est-à-dire que vous allez positionner les membres de l'équipe comme des membres qui sont là vraiment pour quelque chose. On a eu besoin de vous, on va encore avoir besoin de vous. Donc, c'est important, chaque membre de l'équipe va lui comprendre qu'il est un maillon de la chaîne qui est complètement essentiel. Ça, vous allez en avoir besoin pour continuer, parce que vous allez, après la présentation du prototype, vous allez repartir sur peut-être des réunions à moins de personnes ou sur du travail individuel. Et donc là, c'est super important que chacun comprenne sa place et son rôle au sein de ce travail. Et puis évidemment, vous renforcez l'idée, dernier point, que l'UX, c'est un travail de collectif. On ne peut rien faire tout seul. Le designer, on a souvent tendance, pour les gens qui ont peu de culture centrée utilisateur, à le prendre pour le mouton à 5 pattes et à le balancer sur un projet. Et vas-y, fais ta magie, montre-nous ce que tu sais faire. Ben non, ça marche pas comme ça. On a vraiment besoin de tout le monde. Et l'UX, c'est toujours un projet collectif. Ça fait intervenir énormément de monde. Ah, Mathieu, tu nous reviens. J'ai peur que tu sois parti. Voilà pour les deux premiers points. Je résume. Valoriser la méthode qui a conduit à ce prototype. Second point, mettez en lumière l'apport de chaque membre de l'équipe. Et le troisième point qui s'adresse plus aux designers, et alors là, je vous demanderai vraiment d'ouvrir grand vos oreilles parce que c'est un point dont on parle quasiment jamais. Et là, je tiens vraiment à mettre l'accent dessus. Le troisième point, c'est montrer vos faiblesses. Pour rassurer les gens et faire comprendre que vous êtes un humain, donc un humain qui intègre une équipe, quoi de mieux que de se dire, bah oui, je suis un humain, donc je fais des fautes, je fais des erreurs et j'ai mes faiblesses. Alors, montrer ses faiblesses, c'est quoi? Dans un prototype, il y a toujours des failles qui amènent à de nouvelles questions. Donc, vous devez prendre tous les sujets sur lesquels vous pensez ne pas avoir la connaissance. Bah, évidemment, il va falloir les aborder. Il faut les aborder avec fierté. Oui, ça veut dire que vous avez compris des choses. Si vous avez compris qu'à ce moment-là, vous aviez un manque de connaissances, un manque d'expertise métier, enfin voilà, quelque chose qui vous fait défaut, le reconnaître, c'est toujours super positif. Ça vous rend humain et donc du coup, par réflexion, bah, les autres aussi vont se sentir voilà, dans un groupe où tout le monde a ses faiblesses. Donc, si vous montrez vos faiblesses, les autres auront moins de problèmes à montrer les leurs. Alors, quand dans un prototype, on a quelque chose qu'on ne comprend pas, nous, on va vous donner un conseil simple, et ben, c'est de proposer quand même quelque chose. Proposer dans votre parcours, vous savez qu'à ce moment-là, vous ne maîtrisez pas le métier, bah, proposez quand même dans votre parcours quelque chose, même si vous êtes quasiment sûr que vous avez faux. Mettez quelque chose en place. Pourquoi? Parce que ça va aider les gens à réagir. Vous êtes dans une réunion où on est là pour discuter sur du tangible. Donc, il vaut mieux une erreur tangible qu'une longue explication d'une incompréhension qui reste abstraite. Donc, il vaut mieux faire quelque chose dont on sait que c'est faux et l'annoncer clairement, dire, ben voilà, là, j'ai fait ça, je sais que c'est pas terrible, je sais que ça marche pas trop, mais c'est un sujet comme ça qu'on peut aborder. Et vous allez voir que les gens réagissent beaucoup mieux quand ils ont quelque chose sous les yeux. C'est beaucoup plus simple pour eux de réagir et d'échanger. Et d'ailleurs, souvent, on va avoir des cas où les gens vont nous dire bah, c'est marrant, on a déjà fait cette erreur chez nous et on avait pensé à telle solution. Enfin voilà, c'est un moyen pour eux de rebondir. Troisième point,
expliquer pourquoi vous pensez vous tromper, parce que il faut bien dire, parfois c'est un manque de connaissances, mais ça peut être d'autres choses. Je pense me tromper aussi pour des raisons UX. Là, j'ai fait ça, mais j'imagine que tel utilisateur qu'on n'a pas eu encore en recherche ou en test va faire tel type d'erreur. Peut-être que je veux le confronter au réel. Et surtout, ça va être le moment de dire, voilà, sur ce problème que j'ai du mal à gérer, je pense que tel profil peut m'aider. Et là, vous allez encore pointer des individus dans l'équipe pour les valoriser et pour dire, bah voilà, moi, j'ai besoin de cette compétence à cet instant. Et ça va encore être très, très positif pour l'équipe. Alors, de montrer ses faiblesses, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Je l'ai déjà un peu évoqué parce que je mélange un peu les arguments, les conséquences, etc. Mais c'est pas grave. Vous allez, premièrement, donner une vraie opportunité à tout le monde de discuter sur une base qui est compréhensible par tous. C'est ce que je disais, mieux vaut montrer une erreur et bien l'expliquer que rester dans l'abstrait. Deuxième point, vous allez humaniser complètement votre rôle et vous débarrasser de l'image voilà, du magicien. Troisième point, vous allez montrer aux participants que tout le monde peut se tromper et que c'est qu'en se trompant qu'on trouve de nouvelles solutions. Alors, vous connaissez tous les grands préceptes du Linux, tout ça, fail fast, test and learn. Et ben voilà, vous êtes, si vous êtes designer, vous êtes un enfant de ça. Si vous êtes membre d'une équipe produit, c'est des principes que vous connaissez bien aussi. Donc, l'équipe produit doit aussi, vous allez aussi dire à l'équipe produit, autorisez-vous, vous aussi, à vous tromper. Tout le monde doit se tromper parce que si dans un projet collectif, on ne doit pas arriver avec tout le monde la bonne solution. Il faut toujours tester. Et puis, dernier point, c'est tout bête, mais vous allez donner aux participants envie de continuer, envie d'aller plus loin par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Ben voilà, on est là, on est entre humains, on est une équipe. Il n'y a pas de compétition. C'est pas une équipe au sens sportif parce qu'il n'y a aucune compétition entre les participants. Et justement, de montrer ses faiblesses, ça casse aussi ce côté un tel est plus fort, j'ose pas parler, etc., parce que vous avez toujours ceux qui sont timides et qui osent pas discuter. Donc voilà, d'abord pour les trois grands points, je dirais, qui ramènent de l'humanité dans l'équipe. À ce moment-là, vous pouvez déjà m'envoyer des petites questions sur le chat, commencer à réagir un petit peu. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça un peu compliqués de présentation où justement l'esprit d'équipe faisait un peu défaut? N'hésitez pas à commencer à parler, à me balancer des questions sur le chat. Bon, ça bouge pas trop pour l'instant. Même Shaker, quand vous pouvez réagir si vous avez des petites histoires à raconter. On a le temps. Ça fait déjà. Ah oui, d'accord. Je parle beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Est-ce que la vodka est bonne, me demande Amélie. Écoute, je vais te. Elle est très très bonne. Elle est douce, hein, parce que sinon je pourrais pas continuer. J'en profite pour faire une petite pause pour respirer un petit peu. Amélie, justement, tu peux peut-être allumer ton micro. On a fait les présentations un peu de tout le monde et je crois que tu n'étais pas encore arrivé. Ça va me permettre de. Qu'est-ce qu'il dit ? Je te connais bien. Tu peux te présenter un petit peu au groupe ? Amélie ? Allez, Amélie, on t'écoute. Amélie, le maire est demandé. Amélie, tu nous entends ? Je vois que son micro est coupé. Tu peux mettre ton micro, Amélie ? Il y a un lag entre Je suis connecté. Ah, elle est connectée par téléphone, d'accord. Bon, c'est dommage, je comptais sur toi pour respirer un peu. Mais ça ne marche pas. Tu es sur ton téléphone, un gars au téléphone, oui, c'est un peu plus. Pourtant, l'appli est super. Bon, pas grave, je vais continuer. Ah, on me demande derrière, on me demande dans l'oreillette. J'ai une oreillette derrière. Est-ce qu'il y a des annonceurs, on me demande. Alors, j'ai Amélie qui vient de me répondre, qui me dit en deux mots, elle est. Attends, je vois. En deux mots, elle est creative strategist. Ça rigole pas.
Pourquoi tu voulais des annonceurs? Pour voir si ça leur parle, en fait, justement, quand on parle côté designer de ce que nous, on ressent quand parfois on fait une présentation, est-ce que eux ressentent aussi, justement, le fait que ça les rassure, en effet, d'avoir fait le bon choix sur l'équipe design? Enfin, comment ils vivent, justement, ces présentations aussi en tant qu'annonceurs? Est-ce que vous avez entendu la question de Gaëlle, cofondatrice de Cœur, qui est à côté de moi, hein, qui pose la question effectivement, est-ce que en tant qu'annonceur, en tant que participant, en tant qu'équipe produit, Voilà. côté client d'une agence UX ou d'un indépendant, est-ce que vous avez déjà eu des réunions de présentation de prototypes un peu sujettes à discussion parce qu'un petit peu compliquées? J'ai l'impression qu'on a surtout des designers aujourd'hui. Bon, on a peu de… Mais il y a un temps de latence entre le moment où tu parles et le moment où les gens peuvent réagir, je crois. Bon, vous souhaitez qu'on continue? Je vois qu'il y a peu de réactions. Réagissez un peu sur le chat, même pour me dire oui, non. Sinon, je me sens un petit peu tout seul. N'hésitez pas à écrire. Comme là, pour l'instant, je ne vous entends pas. Il y a une question de David. Ah, David. David, tu peux allumer ton micro, on te laisse poser la question. Oui, voilà. De votre expérience, à quel point le fait d'impliquer le client dans le processus de co-construction en fait, du proto, alors que ce soit sur des éléments, quelques éléments choisis, permet justement d'améliorer ces réunions de présentation et donc finalement d'acceptation, en tout cas. Très bonne question. Très bonne question. Alors, je vais parler de notre expérience, nous, comment on fonctionne. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourront réagir. C'est dommage qu'Amélie, pendant ce temps, essaye de chercher, voir comment tu peux réagir par téléphone, parce que je crois t'avoir vu hier sur LinkedIn et je crois que tu peux peut-être aussi participer à la réponse. Julien nous dit Amélie est en train de boire. Alors, David, pour répondre à ta question, nous, comment on voit les choses, et tu l'auras compris déjà avec tout ce que j'ai dit avant, nous, vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est complètement démystifier notre métier de façon à intégrer complètement une équipe produit et pouvoir développer une relation sur le long terme. Donc, évidemment, on ne fait pas de la co-construction avec une finalité qui est la meilleure compréhension du prototype. On fait de la co-construction avec une finalité qui est on crée une équipe et on doit avancer ensemble. Donc, si vous voulez, moi, quand je vais parler à un développeur sur un sujet, je dois aller un peu en profondeur pour comprendre quelles sont ses contraintes, son écosystème, ses problématiques. Et ben, c'est la même chose pour nous, sauf que côté équipe produit, comme ils connaissent moins l'UX, la culture centrée utilisateur, et voilà, simplement plus doucement, bah, on prend les devants de leur montrer un peu toutes les techniques et comment on fait. C'est super important parce que vous préparez aussi votre équipe aux tests utilisateurs qui vont arriver. En leur disant, bah voilà, nous, voilà le process qu'on met en place. Ce process va être chamboulé parce que demain, il va y avoir des tests utilisateurs, donc ils vont remettre en question certains de nos choix. Donc, si tu veux, test d'utilisabilité, me dit-on évidemment, ce n'est pas les utilisateurs qu'on teste. Donc, c'est super important pour la cohésion de l'équipe et le fait que tout le monde comprenne un peu le métier de l'autre. Alors, évidemment, les protos, et là, je vais en parler un petit peu après, on les fait valider d'abord sur du papier, on fait du wireframing papier énormément chez nous et ils voient tout le truc se construire. Mais de toute façon, ils ont vécu toutes les étapes en amont. Je ne sais pas si ça répond à ta question et on peut peut-être apporter un complément de réponse avec Nicolas Rumeau. Je vois que toi aussi, tu impliques toujours
dans les Salut. personnes? Oui, et nous, en ce qui nous concerne, en fait, nos clients ou les utilisateurs arrivent pas devant une maquette, enfin, en tout cas devant un proto du jour au lendemain. En fait, en réalité, moi, je considère que le proto, il commence à partir du sketching. En fait, on l'implique nos clients et nos utilisateurs déjà très en amont, en fait, de la construction du proto. Et avec nous, ils voient au fur et à mesure l'évolution. Donc, en fait, ils sont non seulement conscients, mais ils connaissent le proto depuis l'origine, sa genèse, jusqu'à son évolution, et en fait, et enfin la réalisation sur Sketch ou sur InVision ou quelconque autre logiciel que ce soit. Mais en fait, voilà. Enfin, Et toi, Nicolas, tu développes des petites techniques particulières pour, pour essayer voilà, de générer de la cohésion. Et toi aussi, tu te reconnais dans ce côté monter une équipe et être une équipe dans l'équipe? oui, enfin complètement. Après, moi, je considère que l'équipe qu'on monte, enfin, déjà, moi, je travaille dans une société qui est quand même pas mal de services différents, de services dev, avec sur des entités différentes et sur des géographies différentes aussi, donc c'est encore plus compliqué. Avec des clients qui sont aussi eux-mêmes sur des grands groupes, donc avec des services différents, des géographies différentes. Donc c'est pas évident. Et en l'occurrence, le remote joue un rôle super important aujourd'hui, depuis quelques temps. Et la cohésion, en fait, le projet, en fait, nous on considère que le projet, que ce soit côté client ou côté CGI, c'est la même équipe en fait. Exactement. Et en fait, on a une vision, une conception, une pensée qui est en mode projet, et on conçoit pas le projet sous différentes entreprises ou différentes équipes, mais vraiment avec une vision, telle personne de telle entité en fait fait partie du même projet, et on conçoit les choses comme telles. On est complètement alignés. Je vais passer la parole à Olivier Mazière, qui est mon sosie, qui me dit qu'il peut nous apporter peut-être un petit témoignage. Olivier? Merci, c'est gentil pour le sosie. Alors, plus sérieusement, non, quand David demande à quel point l'implication du client dans la co-construction du proto peut permettre une meilleure compréhension du proto, en fait, l'intérêt, elle est à deux niveaux différents. C'est que ça permet surtout à ce qui sont concernés, et on a les retours très rapidement, ce qui évite beaucoup d'allers-retours une fois qu'on commence vraiment effectivement le projet en dur. Il y a un aspect aussi psychologique, parce que le fait qu'ils se sentent concernés dès le départ, parce qu'il y a effectivement, quand tu parles de démystification, c'est que parfois, effectivement, quand le client lance le cahier des charges, tu fais des maquettes, pour faire simple, tu lui renvoies, il ne sait pas forcément sur quelle base ou comment tu l'as réfléchi, même si éventuellement tu lui fais un topo et tu lui dis comment ça se passe. Si au niveau des réunions, qui est un petit peu maintenant l'accès qu'on essaye de le faire de façon régulière sur toutes les sociétés, c'est-à-dire l'équipe agile, c'est-à-dire au départ, il y a le client, il y a le web designer, il y a les développeurs, ils sont tous ensemble au départ. Avec le client, tu sais tout de suite ce qui va lui plaire ou pas, ça évite effectivement de perdre du temps par la suite, et lui se sent complètement impliqué et comprend surtout un peu mieux comment effectivement le produit se construit. Parce qu'en principe, les gens avec qui tu es dans les boîtes sont censés un peu savoir comment ça se passe. Bon, tu te rends compte que dans les faits, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire la partie réflexion, création, pour quelqu'un du marketing, il y en a qui suivent, mais il y en a pour lequel c'est un peu abstrait. Donc le fait que dès le départ, d'avoir une équipe qui rassemble les compétences, bien évidemment avec le client tout de suite impliqué dans la réflexion, ça démystifie le truc, effectivement. Ça leur permet de mieux comprendre comment un web designer et les développeurs réfléchissent à un produit. Et moi, le gros intérêt que j'y trouve, puisque avant ces techniques-là n'existaient pas quand moi j'ai commencé, c'est que ça évite beaucoup d'allers-retours par la suite, quoi. Voilà, pour répondre à la question. Merci Olivier. Alors, attendez, je crois que Amélie vient enfin de se connecter avec un ordinateur, c'est ça, non? On tente. Bonjour à tous. Ça y est. Non, depuis mon iPhone, surtout. J'ai changé de téléphone, j'ai rangé le Samsung et j'ai sorti l'iPhone pour mieux vous entendre et communiquer avec vous. Coucou, voilà, on est obligé de réagir un petit peu.
Alors, j'ose dire que j'ai dû couper les dernières minutes de, de cette visio. Par contre, oui, effectivement, peut-être une réaction sur la présentation des protos. En fait, moi, je trouve ce qui est un peu difficile quand on présente des MVP et surtout sur les premiers sprints, c'est pour les participants, en fait, de voir des versions en fait, qui n'ont pas toutes les fonctionnalités et donc de pouvoir aussi bien expliquer en fait, qu'on est en fait, dans une priorisation des besoins pour pouvoir du coup en fait mesurer leur appréciation avant d'avancer et que c'est pas en fait une version finale. Et en remote, en fait, je trouve que c'est encore un peu plus délicat en fait parce que quand on est en présentiel, en fait, bah, il y a toute la communication un peu du coup informelle qui peut passer, il y a un peu une sympathie naturelle qui se fait et à distance, je trouve qu'il faut effectivement, comme tu le disais, bien tout border en fait sur l'ensemble des points. Et expliquer donc tant les points de recherche, comment on l'a fait, mais également en fait le périmètre du proto du jour. Est-ce qu'on veut valider absolument quelles sont la trajectoire de chaque proto présenté? Bah, écoute, c'est une transition parfaite pour la deuxième partie. Vous l'avez bien répété. Ouais, tu as de la vodka aussi, non? C'est ça? Elle est pas mal. Non, c'est une transition parfaite. Alors, la deuxième partie de ce live sera peut-être un peu moins, un peu plus des choses que dont vous avez l'habitude, mais en tout cas, tu amènes parfaitement le sujet. Je voulais vous parler de trois choses. Un, comment bien se préparer pour ces présentations. Deux, comment bien conduire sa présentation. Et trois, évidemment, comment bien la conclure. Alors, j'ai quelques points, comme la dernière fois, que je vais dérouler. Donc, la première partie, c'est effectivement comment bien se préparer. Donc, évidemment, pour raisonner avec ce que dit David sur le chat et puis ce que vous avez déjà évoqué, évidemment, les grands concepts doivent être validés en amont sur papier et vous allez devoir faire participer aussi les équipes à ces grands concepts. Quand je dis grands concepts, c'est les grands principes de navigation, voilà, les grands zonings, etc. Nous, on va assez loin dans le wireframing papier, voire très très loin. Mais en tout cas, et puis alors parfois, on va faire intervenir l'équipe pour faire du sprint comme ça, de wireframing avec nous. Parfois, non. On a tendance à le faire un peu moins parce que c'est un vrai avantage pour tout ce qui est cohésion de l'équipe et faire émerger 2-3 petites idées. Mais quand même, quand vous le faites entre designers, vous allez beaucoup plus vite. Si vous faites voilà, du 6 to 1 ou voilà, nous on dit juste du wireframing papier chez nous parce qu'on n'applique pas forcément les méthodes classiques, mais en tout cas, on fait toujours valider les grands concepts sur papier. Alors, on a plusieurs façons de faire ça. Soit on peut faire des réunions avec un keynote, avec voilà, les écrans qu'on a sketchés et puis qu'on présente, qu'on déroule. Mais on a aussi une autre façon de le faire. On travaille sous Axure. Et à partir du moment où on a notre architecture d'information, on peut parfois intégrer des captures directement dans Axure. C'est-à-dire que comme ça, on a déjà l'archi et l'ensemble des parcours qui sont prêts. Et à l'intérieur, on arrive sur des pages où c'est des photos de sketching qu'on a fait. Ça, c'est pour bien se préparer. Évidemment, en amont, il faut déjà qu'il y ait eu ce travail de préparation. Une présentation de prototype, ça peut se transformer en un marathon. Donc, il faut bien timer votre présentation en amont. C'est le moment où tout le monde va vouloir réagir. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, on passe de l'abstrait au tangible. Alors, je suis en mode première présentation de prototype, mais même tout ce qui vient après, on a l'expérience de, voilà, au moment où on présente un proto, tout le monde veut participer, tout le monde a quelque chose à dire. Donc, il va falloir que vous trouviez une technique pour réduire et vraiment circoncire cette présentation. Nous, on pense qu'au-delà d'1h30, ça devient épuisant. Et en tant que designer ou consultant UX, vous allez devoir absorber un nombre d'informations incalculables et qu'à partir d'un certain point, ça devient ingérable. Alors évidemment, vous allez devoir planifier quelque chose entre 1h30 et 2h.
Et puis après, faites attention au sein de cette heure 30 à ce que vous n'ayez pas trop de participants. 8, 9, voilà, ça paraît bien pour tenir 1h30. Ah, ça donne des tours de parole parce que ça aussi, il faut le timer dans votre programme. Combien de temps par personne je vais attribuer par personne. Et quand vous allez annoncer tout ça, quand vous allez présenter votre truc, les gens vont voir que c'est structuré et ils vont s'auto-discipliner. Ça va être très bon pour vous. Troisième point, évidemment, vous envoyez vos liens avant. C'est bien aussi de laisser les gens s'approprier un petit peu le prototype en amont. Pourquoi? En remote, hein. Pourquoi quand on le fait en physique, on aime bien faire découvrir le prototype comme ça, mais en remote, vous allez devoir faire en sorte que les gens préparent un petit peu leurs questions à l'avance. Donc, c'est bien qu'ils aient vu un peu le prototype. Vous envoyez vos liens à l'avance et vous précisez bien le sujet que vous allez aborder. Là aussi, il s'agit de ne pas ouvrir complètement. On n'envoie pas en proto en disant bah voilà, aujourd'hui, on va vous présenter le proto. Non, sur ce proto, on va aborder certains sujets et je vais détailler ça par la suite. Excusez-moi un instant. Ah. Micro-décalage. Micro-décalage. Voilà. Donc, vous allez devoir évidemment choisir un outil qui vous permet d'aller assez loin dans le détail. Alors, nous, on est pro Axure depuis toujours. On sait que c'est un outil qui est un peu complexe, mais en tout cas, vous avez souvent sur des outils, je vais prendre InVision qui est plus du PageLink, vous avez un problème qui revient souvent, qui est ah oui, mais là, tu nous montres quand on clique là, mais qu'est-ce qui se passe quand on clique ici? Qu'est-ce qui se passe quand on clique ici? Voilà, souvent, pour faire vraiment quelque chose de réaliste avec des interactions dans tous les sens, vous allez devoir utiliser un outil assez costaud, assez balèze. Donc, choisissez bien votre outil. Alors, je l'ai évoqué un tout petit peu, mais quand on disait précisez bien le sujet que vous allez aborder, nous, on vous recommande clairement de découper par parcours. Vous avez travaillé en amont, vous avez fait des user journey, vous avez fait tout le travail pour que les gens se mettent dans la peau des utilisateurs. Ben voilà, essayez de découper des morceaux que vous avez évoqués pendant tout le travail préparatoire. En 1h30, il vaut mieux avoir plusieurs réunions, voire des réunions asynchrones, pour que vous soyez le plus possible dans le détail. Parce que sur un simple, je dis n'importe quoi, un process de booking, par exemple, booking d'hôtel, je dis n'importe quoi, il y a déjà énormément de choses et vous avez envie d'aller en profondeur dans le détail. Donc, une présentation de prototype, c'est là pour venir vraiment préciser des points, mais vraiment, vraiment très, 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 très fortement. Donc, c'est important que vous ayez un outil et que vous ayez préparé un prototype qui aille très, très loin dans le détail. Et puis, dernier point en termes de préparation, vous allez animer encore cette présentation. Ça va vous demander de rebondir en permanence, de poser, de creuser les questions. Donc, il va falloir que vous ayez quelqu'un aussi pour prendre des notes. Donc, on découpe toujours chez nous. Alors, on a souvent un designer qui a fait le prototype, qui le présente, c'est-à-dire qui le manipule pour montrer aux gens, pour faire suivre le parcours. Vous entendez peut-être des bruits dans le fond, c'est les enfants qui commencent à avoir du mal un petit peu à se contenir. Je disais donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a quelqu'un qui a fait le prototype qui va le présenter. On a toujours un consultant qui est là en support pour expliquer et rappeler un petit peu d'un point de vue stratégique comment on en est arrivé là. Et puis, on a toujours une autre personne qui est vraiment dédiée à la prise de notes. Ça permet d'avoir, chacun est focus sur sa tâche et c'est vraiment des meetings pendant lesquels la prise de notes est super, super importante. Alors, je sais que pour les indépendants, c'est très, très dur parce qu'ils doivent faire un peu tout eux-mêmes. Mais du coup, vous savez très bien, quand on a 8 personnes qui vont réagir sur un proto, le nombre de choses à noter est quand même conséquent et c'est pas évident. Donc voilà des petits conseils pour bien vous préparer. Je vais passer maintenant à la présentation, la conduite de la présentation. Et c'est là que tout se joue. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs personnes qui sont là. Donc il s'agit bien de bien préciser les rôles de chacun et de préciser aussi ce qu'on attend des participants pendant cette
pendant ce meeting et comment ça va fonctionner. Pour un participant, le plus dur, c'est de pas être guidé en fait, de pas savoir quand est-ce qu'il doit réagir, etc. Quand vous avez un format où vous guidez bien tout et vous le guidez de façon démocratique, bah, du coup, chaque participant va se sentir un petit peu plus libre. Il sait qu'il a 10 minutes et que son supérieur, il a 10 minutes et que le supérieur du supérieur a 10 minutes. Là, vous décoincez un peu tout. Et on a souvent constaté que les réflexions les plus pertinentes dans des présentations de prototypes, elles venaient des développeurs. Elles venaient, et voilà, et des développeurs à qui on donne pas trop la parole d'habitude. Donc là, c'est important. On est le PO est au même niveau que le petit dev front qui lui a tous ses frameworks et qui a plein de choses à raconter. Deuxième chose, demandez aux participants de vous laisser dérouler votre parcours et puis de préparer leur retour pour la suite exactement comme je le fais sur les lives. C'est super important parce que quand on est devant un prototype, l'émotion prend le dessus. On a vraiment envie de réagir tout de suite parce que c'est la première fois qu'on voit les choses prendre vie. Ah bon, excusez-moi, je bois un petit peu. C'est la première fois dans tout un process qu'on voit les choses prendre vie. Donc là, l'émotion, elle est vraiment forte et tout le monde est pressé de réagir parce que voilà, on découvre le truc, donc c'est naturel, c'est un process naturel. On découvre un truc, on a tout de suite envie de donner son avis. Donc là, il va falloir bien driver votre truc et avoir bien organisé les tours de parole, etc. Troisième point, et là, ça devient super important, rappeler les objectifs par type de participant. Vous allez devoir dire, bah voilà, aux gens du business, voilà ce que j'attends de vous aujourd'hui. Au PO, voilà ce que j'attends de vous. Au dev, voilà ce que j'attends de vous. Et comme ça, pour tous les participants. Un petit mot pour chacun, c'est super important parce que vous arrivez à un point, généralement, où vous ne demandez pas des retours comme ça, boum, tout le monde envoie ses retours dans tous les sens. Ce n'est pas du tout le but. Vous attendez quelque chose de spécifique par type de profil. Donc, c'est important de l'annoncer en amont. Alors, on arrive dans les dernières choses, mais ce qui est très, très important, c'est de rappeler les besoins identifiés en amont et le type d'utilisateur. Évidemment, ce que vous présentez, c'est le résultat d'un atelier où on a étudié les besoins utilisateurs. C'est le résultat d'un atelier où on a segmenté nos utilisateurs par typologie. Et là, ce qu'on présente, forcément, ça répond à un type d'utilisateur et à un type de besoin. Donc, vous devez toujours bien rappeler que ce qu'on présente, ça fait suite à ce qu'on a travaillé pendant tel ou tel atelier sur les utilisateurs. Là, c'est super important parce que c'est un moment crucial dans l'implémentation de la culture user-centric au sein des organisations. Enfin, ils vont se dire, c'est pas le choix du prince, ce parcours, cette interaction. À chaque fois, ils peuvent justifier de ce travail parce qu'ils ont tel point qui nous ramène des ateliers qui ont été faits précédemment. Donc, super important de replacer votre rôle du X-Designer. On est là pour travailler pour des utilisateurs. C'est le moment où vous allez vraiment pouvoir faire le lien entre le mot UX et le tangible, une fois de plus. Et donc, par conséquent, ce que vous allez devoir présenter, ce n'est pas une interface, c'est bien un parcours utilisateur. Donc, vous allez devoir suivre un cheminement. Je prends toujours l'exemple de l'onboarding parce que c'est très simple pour les gens de se projeter. Ben voilà, je vais vous présenter la première utilisation par telle typologie d'utilisateur. Alors voilà, je viens de recevoir mon login mot de passe, je me connecte, j'ai mon premier tooltip qui apparaît, qui me dit voilà, il faut que j'utilise ça, ou alors c'est un onboarding plutôt actif. Faites commencer par créer votre premier dossier, commencez par créer votre premier item, etc., etc. Donc, voilà un petit peu les tips qu'on peut donner sur tout ce qui est la conduite de présentation. Je vais bientôt vous laisser réagir, préparer vos questions et vos retours d'expérience. Je termine rapidement avec la fin du meeting, récolter le retour des participants, évidemment, très important. Donc, au moment où vous allez faire vos tours de parole et demander aux gens de réagir, c'est très important de leur demander de rallumer les caméras en remote. Pourquoi ? Parce que, on le sait, parce qu'on fait tous un peu de recherche,
Un oui parfois veut dire non. Une expression doit être décelée parce que on doit aller creuser. C'est un moment où les facteurs psychologiques sont super importants. C'est un moment où, je l'ai dit, il y a de l'émotion, il y a de l'envie, parfois il y a du désespoir parce que ce qu'on amène, c'est pas ce qui a été attendu. Tout ça, vous devez le capter. Et là, le regard des participants est super important, la voix, le regard. C'est pour ça que c'est vrai qu'en physique, c'est très pratique. Mais là, vous avez une caméra, il va falloir que les participants l'utilisent parce que on sait très bien qu'on décèle des signaux faibles qui sont extrêmement importants dans ces moments-là. Donc, évidemment, vous allez devoir scruter les attentes, les impatiences, ce qui va pas. Voilà. Nous, une autre reco qu'on fait, c'est d'éviter de demander de compléter cette réunion par des commentaires directement sur les outils. Alors, vous savez, sur tous les outils, maintenant, on peut faire des commentaires. Sur Axure, sur Figma, partout, on peut faire des commentaires. Le truc, c'est qu'un commentaire hors contexte, il est incompréhensible en vrai. Le propre de notre métier, c'est de capter tout ce qui se passe autour d'un commentaire et tout ce qui est sous-jacent, tout le non-dit. Ça, c'est super important. Et quand vous avez des commentaires qui se mélangent, qui sont hors contexte, qui ne rappellent pas justement le besoin utilisateur, etc., pourquoi ce choix a été fait, bah, ces commentaires qu'on vient laisser, même sur des PDF parfois, on laisse plein de commentaires. Là, pour un designer, c'est complètement inexploitable parce que vous en avez partout, vous savez pas le versionning de ces commentaires est très compliqué à gérer. Et vraiment, voilà, c'est un canal qui est une horreur pour nos designers. Et là, c'est un vrai retour d'expérience. C'est pas une règle que j'énonce, c'est que je vois qu'à chaque fois, on a que des gens utilisent ça. On a des designers qui viennent nous voir. Je comprends plus rien. Là, il y a un commentaire, il y a un autre commentaire. Lequel arrive en premier, lequel je dois prendre en compte, et quoi, aide-moi, etc. C'est un bordel sans nom. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Vous devez toujours expliquer vos choix UX et demander à commenter à faire des retours en fonction des choix qui viennent d'être faits, qui eux-mêmes viennent des besoins utilisateurs qu'on a tous étudiés en amont. Donc, toujours replacer tous les retours dans leur contexte, de la même façon que vous avez présenté vos interfaces dans le contexte du projet UX. Et la dernière chose, et je terminerai avec ça tombe bien, j'ai plus de voix, je vais devoir boire un peu de vodka, Amélie. La dernière chose, c'est que ne terminez jamais une présentation sans rétrospective. C'est super important. Ce qu'on appelle une rétrospective, c'est quelque chose où vous sortez du commentaire sûr, mais vous êtes plus sur quelles sont mes émotions à ce moment de la présentation, quel est mon ressenti. Et ce que nous, on fait toujours dans chaque atelier, dans chaque réunion, super important, on doit finir. Je vais te laisser la parole après, David. C'est pas exactement ça qu'on fait, mais tu vas nous présenter ta technique. Nous, on fait juste, voilà, on vous laisse juste la parole 2-3 secondes, un peu plus, mais souvent, alors, je dis 2-3 secondes parce que parfois on a des ateliers avec 30 personnes et là on fait une rétrospective en un seul mot. Donc oui, ça dure 2-3 secondes. Mais sinon, il faut absolument que vous concentriez le temps que vous donnez aux participants pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse relâcher un petit peu l'attention en donnant son ressenti sur voilà, comment il a vécu cette réunion, comment il a vécu ce truc. Mais vous devez accentuer sur, voilà, ce qu'on vous demande, c'est un ressenti émotionnel. C'est est-ce que vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Voilà, oubliez un peu le proto. Soyez focus sur votre état, voilà, émotionnel à la fin de cette session. Et ça, c'est super important. Vous verrez que ça fonctionne très bien de terminer par la parole des participants. Et jamais la vôtre, à part un merci, au revoir, etc. Voilà, moi j'ai terminé. Voilà, je vais y venir. J'ai terminé pour tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a aidé. Je vais tout de suite passer la parole à David, qui lui utilise le rôti. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. On l'a déjà utilisé un petit peu. On est arrivé sur un truc. Merci Mohamed. Je vais passer la parole à David. Tu peux peut-être réagir et puis
allez-y, balancez vos questions, n'hésitez pas. On se fait un petit moment maintenant à la cool où on échange un petit peu plus tous. Et vous pouvez allumer vos caméras quand vous avez une question, histoire qu'on se voit un petit peu tous. Donc, je passe la parole à David Bacaran. Bacharan. Pardon. À l'anglaise. Non, mais c'était juste pour rebondir sur cette notion de rétro. Je pense que c'est vraiment essentiel à la fin d'une réunion où on est plusieurs d'avoir ce feedback. Après, le rôti, c'est une technique juste sur le retour sur le temps investi, alors qui est peut-être un tout petit peu moins adapté à la présentation, mais qui, je trouve, donne systématiquement des bons résultats. Il y a une notation à main levée qui est donnée, mais c'est surtout les petits feedbacks qui viennent en complément, qui sont vraiment intéressants et qui nous permettent de nous améliorer constamment sur la façon dont on anime ces réunions où on est plusieurs, qui ont toujours des enjeux, comme tu l'as dit, beaucoup d'enjeux liés aux objectifs du sujet, mais également à l'émotionnel, au ressenti des différentes personnes. Donc, c'est une technique parmi tant d'autres qui fonctionne bien, je trouve. C'est une technique que nous, on utilise, mais on utilise dans des ateliers de rétrospective. Si tu veux, on va dédier certains des ateliers à une rétro. Mais là, tu vois, où on se dit, voilà, on fait une rétro du travail qu'on a fait ensemble sur ce time range. Et là, on va utiliser un peu plus des exercices comme ça. Et par contre, quand on fait des micro-rétros à la fin tu vois, par exemple, là, sur une présentation de prototype, tout le monde a déjà parlé. À la fin, tu commences à être un peu fatigué. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à privilégier, nous, un truc en mode, allez-y, lâchez-vous. Et c'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup dans les ateliers avec les utilisateurs, parce que comme ils sont chauds, tu vois, on fait monter la sauce pendant un atelier, souvent avec des vrais utilisateurs. On commence par des exercices un peu sérieux, puis de plus en plus, on les amène à être indisciplinés, à parler fort, à être super créatifs, à en mettre partout. Et à la fin, ils ont besoin de lâcher complètement les chevaux. Et du coup, ça marche très bien. Amélie, tu voulais nous faire un petit retour. Oui, exactement. En fait, du coup, moi, j'avais plutôt une question de partage d'expérience. En fait, surtout en remote, quand on conduit, alors plutôt des entretiens. En fait, il y a des détracteurs qui prennent beaucoup de place. Et alors, évidemment, en remote, on entend qu'eux, ils monopolisaient la parole. Comment vous faites pour les canaliser? Parce que leurs retours sont à la fois intéressants et en même temps, il ne faut pas qu'ils nuisent aux plus timides qui voudraient s'exprimer. Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, je vais apporter un morceau de réponse et s'il y en a d'autres qui souhaitent apporter, compléter, ça serait intéressant parce que je pense qu'on a chacun nos techniques. Alors, nous, clairement, c'est un travail qu'on va faire très, très, très en amont. Tu peux laisser ton micro, Amélie, hein, comme ça on peut échanger, tu peux réagir. C'est un travail qu'on va faire très, très, très en amont. Et pourquoi vraiment chez Cœur qu'on a quelques consultants quand même qui sont très seniors. Si tu veux, je vais prendre mon cas, mais c'est le cas de Tristan, Julien, Gaël qui sont là aussi, qui sont des gens qui ont de la bouteille et qui ont dans le digital, qui ont cette expérience parce que c'est un problème qu'on rencontre beaucoup. C'est quelque chose qu'on va travailler en amont et on va implémenter une culture du respect en amont. Il y a des ateliers justement qui ont une finalité avec un livrable. Mais pendant ces ateliers, j'utilise ces ateliers pour justement déceler les cas qui sont problématiques en termes de prise de parole, en termes de respect de l'autre, en termes de discipline. Et quand on parlait tout à l'heure de la culture de l'équipe, et c'est vraiment le sujet du jour, c'est pour ça que c'est intéressant, la présentation de prototype est un prétexte à parler de ça, c'est quelque chose que tu dois vraiment venir travailler en amont. Il n'y a pas de solution au problème que tu te dis si tu n'as pas… Si tu ne connais pas les gens à l'avance. Sauf que c'est ça, surtout. Alors, moi, j'ai le cas, en fait, où des fois, je travaille, du coup, les protos, enfin, je fais la conception avec des utilisateurs. Par contre, je la présente non pas aux utilisateurs eux-mêmes, mais je la présente plutôt, en fait, aux managers ou aux décideurs dans l'entreprise en leur expliquant la démarche, mais pour qu'ils valident. Mais donc, eux n'ont pas été finalement acteurs et ni membres de l'équipe. Donc, en fait, ils ont un détachement ou alors même la communauté à qui je présente est plus large en termes d'utilisateurs. Je n'ai pas mon panel focus qui va être là. Et c'est là où des fois, tu as des détracteurs qui sont un peu forts à modérer, à canaliser. Non.
voilà, déjà, effectivement, il faut savoir à qui tu te présentes. Alors, nous, on a tendance à se renseigner avant sur les profils des gens. On a toujours un petit tableau avec, voilà, lui, son expérience, c'est ça, il a tendance à faire ça, il prend un peu la parole, voire parfois, faut pas se mentir, il a tendance à écraser un peu son équipe. Voilà, des choses comme ça, mais on essaie de les connaître en amont, avec énormément d'échanges avec les équipes. Il y a tout un côté humain dans ce travail de designer, parce que ça touche à la transformation aussi. Donc, on essaye, je vais laisser David rebondir après, mais on essaie vraiment de préparer le terrain. Maintenant, il y a aussi ta posture à toi. C'est ce que j'explique toujours à mes équipes. Quand on anime un atelier, il y a un côté un peu militaire. Tu dois avoir une discipline pour que justement à l'intérieur de cette discipline, tout le monde soit libre de s'exprimer. Ben là, c'est pareil. Il faut apprendre à s'imposer. Et moi, j'ai aucun problème, tu vois, à dire à certains participants, attendez, là, vous avez coupé la parole, il faut qu'on évite de se couper la parole. Évidemment, je note bien votre point et je vais vous faire intervenir après. Mais dès que je vois quelqu'un d'un peu trop en confiance qui vient monopoliser ou couper la parole à quelqu'un qui avait déjà un peu peur de l'apprendre en amont, alors je vais faire intervenir Gaëlle juste après, parce qu'elle a quelque chose à dire. Voilà. Peut-être, David, toi, tu peux compléter. Oui, très rapidement. Moi, j'aime bien utiliser la notion de discussion structurée, donc qui oblige, comme tu disais, les participants à respecter certaines règles. Et ces règles, plus elles sont claires dès le début, et plus on a indiqué justement clairement le rôle de chacun. Par exemple, on peut avoir distribué les rôles. Tu évoquais 3 rôles en termes de prise de notes, en termes de présentation, etc. Il y a un rôle de facilitateur qui doit s'assurer que toutes les discussions vont dans le sens de l'objectif de la réunion. Et au final, s'il intervient pour dire s'il vous plaît, taisez-vous en quelque sorte, même s'il y a moyen de dire plus délicatement, en tout cas, il a le droit d'intervenir là-dessus. C'est pas mal pris puisque c'est son rôle. Voilà. Merci David. Je rejoins par Gaëlle, qui est donc cofondatrice aussi de l'agence et qui va réagir aussi sur le sujet. En fait, moi, ce que j'aime bien utiliser comme technique, c'est aussi justement de ne pas dire à la personne, comme tu l'évoquais juste à l'instant, justement, Romain. Non, c'était David. C'était David. Justement, d'éviter de dire toi, tais-toi. Tu disais justement qu'il y a d'autres façons de le faire. Moi, la technique que j'utilise, c'est que justement, on prend le prétexte du groupe, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas juger la personne qui est en train de parler, on va plus juger la réaction que ça peut produire chez les autres. Et de façon positive, en disant, voilà, on est un groupe, et pour le groupe, il faut que chacun puisse s'exprimer. Plutôt que de dire, écoute, tu parles trop, on reporte plutôt le truc sur non de. Elle revient toujours. Donc plus voilà, d'insister sur le fait que c'est pour le groupe en fait qu'on a besoin que chacun s'exprime, plutôt que de dire, toi, tu parles trop. Oui, c'est pour l'atteinte de l'objectif. Et dans la lecture, on se centre toujours sur l'atteinte de l'objectif. C'est beaucoup plus facile. Sur l'atteinte de l'objectif et la cohésion du groupe, en fait. C'est d'expliquer que finalement, on est une équipe et on s'inclut dans l'équipe, sauf, comme tu disais, le facilitateur, qui lui, du coup, doit en effet ne pas faire partie de l'équipe parce que ça lui permet de dire certaines choses. Mais voilà, c'est de bien faire comprendre, on est un groupe et forcément, il faut qu'on respecte non pas chaque individu, mais le groupe, en fait. Et une dernière notion. Bonjour Gaëlle, enchanté au passage, merci Mohamed. Une dernière notion qui est très importante, c'est cette notion de timekeeper. Le temps est aussi une opportunité de maîtriser un peu les retours des gens. Oui. Moi, je suis toujours en train de dire, attendez, là, on dévie un peu et j'ai peu de temps et il faut qu'on soit extrêmement efficace dans ce temps qu'on a. Du coup, c'est aussi une technique. J'espère qu'Amélie est revenue. Est-ce qu'elle est revenue? Tu es toujours là, Amélie? Ça y est, je suis là. Amélie.
Oui, donc le temps est la gestion du temps est une technique aussi parce que quand tu parles à des gens du business ou des gens qui avaient pas, les gens souvent quand tu parlais des gens qui n'ont pas encore vu le proto et qui le découvrent à l'occasion de cette réunion, c'est souvent des gens haut placés dans l'équipe produit. Donc il faut aussi leur parler de choses qu'ils comprennent. Tu leur dis attendez, là on réagit à tels objectifs business et on a tant de temps pour faire tourner la parole. Donc, je vous demanderais d'être très concentré. Et le fait d'avoir aussi découpé ton prototype en parcours, tu peux aussi dire, voilà, ça c'est un sujet qu'on va voir la prochaine fois, etc. Plus tu vas cadrer ton sujet, plus tu vas tu vas incarner la discipline, ce qu'on appelle facilitateur. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est le consultant senior. Dans une réunion importante avec ce genre de personnes, moi, je ne vais jamais laisser des designers qui ont 25 ans tout seuls. Je suis là pour représenter aussi attendez, etc. Je maîtrise le sujet, je suis là au début du projet, etc. Donc, je connais un peu tout ça. C'est vrai que c'est un rôle qui est plus facile quand on l'endosse à partir de 35-40 ans. Parce qu'il y a naturellement, je ne sais pas si vous faites un peu de PNL ou si vous vous intéressez, mais il y a David qui va devoir nous quitter. Au revoir David, de toute façon, on va bientôt… Tout le monde peut dire au revoir David. Salut David, à bientôt. Je t'appelle, c'est Julien. C'était un plaisir de te revoir. Je vois que tu rajeunis, je ne sais pas comment tu fais. J'ai commencé mieux peut-être pour ça. Au revoir David, bonne journée. Salut David. Merci. Au revoir. Bon, ça répond à ta question, j'espère Amélie, parce que là, du coup, on a bien. Oui, je pense que j'ai des éléments de réponse. Je vous remercie. Super. Bon, il est 12h30 passé. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes chaud pour revenir pour un prochain live? Est-ce que vous êtes chaud aussi pour faire, si vous pouvez nous aider aussi un petit peu à faire grossir le groupe, participer un petit peu sur le groupe, je vais tout de suite vous poster le lien du groupe dans le chat. Là, je pense que vous pouvez rallumer vos micros. Bon, allez, Amélie, je reprends la parole. Écoute, moi, je trouve que c'est effectivement intéressant de pouvoir lancer ces initiatives un peu d'échange et de Rex entre, du coup, UX. Ça permet de faire grandir un peu, du coup, je trouve, les connaissances de chacun, de se partager un peu les bons plans et puis de mener à bien ces projets. Parce que l'UX n'est pas encore, en fait, un prérequis dans toutes les boîtes. Hein. Loin de là, même. Exactement. D'où l'intérêt d'inviter aussi des annonceurs éventuellement. Voilà. Alors nous l'idée, c'est aussi de recruter sur ce groupe des gens qui ne sont pas des pros de l'UX, mais qui sont plutôt dans les équipes produits. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est super important aussi pour eux de découvrir un petit peu tout ça. Et ces techniques, alors oui, ça évangélise, et ces techniques leur servent aussi pour leur propre réunion. Nicolas, peut-être tu veux faire la promo de ton apéro UX rapidement, je l'ai vu passer. Salut, enfin, la promo, non, juste, ça va être très informel, donc c'était histoire de parler un petit peu du rôle du PO et de l'UX design, du UX designer dans les projets justement. Donc, et surtout, c'est le moment, un petit moment convivial, un petit peu déstressé, détendu, avec lequel on va. J'espère que quelques-uns vont pouvoir se connecter pour qu'on puisse passer un petit moment, tous les uns enfermés les uns chez les uns et chez les autres. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Donc Amélie pourra boire de la vodka pendant… Voilà. C'est même plutôt conseillé, pour le coup ça va libérer, je pense. Alors malheureusement, moi j'ose vous dire que je ne bois pas de la vodka, mais chez moi on boit du Bordeaux. Parce que je suis bordelaise. Pardon. Ça nous va aussi. Beau défaut, Amélie, beau défaut, quoi. Donc c'est ça. Après là, c'est du remote en ce moment par confinement, mais si après on a le plaisir de faire des after-work en présentiel, je me promets d'amener une bonne bouteille. Oui, on va lancer. Alors, on a Tristan, peut-être tu peux intervenir juste pour nous parler 2 secondes d'un projet qui est en préparation, qui est notre prochain meet-up Move to Sketch. Alors oui, il y a beaucoup de bruit derrière moi. Il y a beaucoup de bruit, il y a du monde qui cuisine, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de perturbations. Non, mais en tout cas, il y aura un Move to Sketch en remote, en tout cas, qui est en cours de préparation. Donc un meet-up dédié
à l'utilisation de Sketch et à toutes ces nouvelles optimisations au fil des mises à jour. Et puis, bien sûr, dès que la période de confinement sera passée, on recommencera à en faire en physique. Mais là, on va bientôt annoncer une date. Donc, je pense que si vous inscrivez sur le groupe Remote UX, il y aura une date de communiquer incessamment sous peu. Les sujets sont un peu encore en discussion pour l'instant. Voilà. Donc, on va finir là-dessus. Évidemment, le groupe, il est super important pour nous, parce qu'il va être éphémère, donc on voudrait que ça fonctionne. Prochain live d'ici 1 ou 2 semaines. Il nous faut toujours un peu de temps pour préparer. Je vous envoie la date très rapidement sur le groupe. On peut peut-être essayer de rallumer nos caméras pour se dire au revoir. En tout cas, moi, je vous remercie chaleureusement. C'est pour ce deuxième live. C'était top. C'est toujours top de venir vous faire parler, vous faire échanger. Salut. Merci. À bientôt. Salut, Nico. À très vite. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Ciao. À très vite. Ciao. Merci, bonne journée. Safe. Au revoir Nicolas. Ciao, ciao, tout le monde. Salut, au revoir Mathieu. Au revoir Laurent. Salut, Au revoir Amélie.